Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle avancée dans le processus de paix au Soudan du Sud. Les restrictions de voyage imposées au premier vice-président Riek Machar ont été levées. Décision prise par l'autorité intergouvernementale pour le développement. Inauguration de l'Observatoire africain des migrations à Rabat, inauguration effectuée à l'occasion de la Journée internationale des migrants, une instance qui permettra au continent de récolter des données précises sur ce phénomène. Et enfin, une année scolaire sauvée par l'enseignement à distance au Congo. La mise en place d'une chaîne éducative en ligne a permis d'aider les élèves, notamment ceux concernés par les examens. Les détails à suivre dans ce journal. C'est une nouvelle avancée en faveur du processus de paix au Soudan du Sud. Le 20 décembre dernier, l'autorité intergouvernementale pour le développement en Afrique de l'Est a décidé de lever les restrictions de voyage imposées au premier vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar. Une décision qui s'inscrit dans le cadre des progrès réalisés par le pays après avoir formé un gouvernement d'unité nationale en février 2020. Nélé Claude Bessard. Lever des restrictions imposées contre Riek Machar. À l'issue du 38e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement tenu le 20 décembre à Djibouti, l'autorité intergouvernementale pour le développement en Afrique de l'Est, IGAD, a levé les restrictions de voyage imposées contre le premier vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar. Très impliqué dans la résolution de la crise au Soudan du Sud, l'IGAD avait interdit en 2018 au chef de l'opposition sud-soudanaise de se rendre dans l'un des pays membres, sauf pour rejoindre les pourparlers de paix. Cette mesure est purement symbolique. Elle est dans une logique d'encouragement au regard des efforts qui ont été faits par les parties signataires à l'accord global du 3 octobre 2020. Je rappelle bien que cet accord politique global intègre 8 protocoles importants, dans lesquels vous avez la construction du gouvernement, la répartition des ressources, la justice transitionnelle, le retour des réfugiés, le démantèlement des groupes armés et l'intégration dans l'armée nationale. Donc la levée de telles interdictions rentre dans une logique tout à fait d'encouragement. L'IGAD a félicité le gouvernement de transition revitalisé d'unité nationale et les partis pour les progrès louables accomplis dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Pour les observateurs, ce sont les progrès réalisés dans la formation des structures gouvernementales étatiques et locales, en particulier la nomination de 9 des 10 gouverneurs d'État, ainsi que l'accord sur l'attribution des postes au niveau national et local et l'engagement de Riek Machar dans le processus de paix depuis 2018 au Soudan du Sud, qui lui ont valu cette levée de restrictions. Ce qui serait souhaitable, qui va renforcer la stabilité de ce jeune État sud-soudanais, serait évidemment le démantèlement des groupes armés et l'intégration dans l'armée nationale soudanaise, avec l'organisation de la justice transitionnelle, avec des procès suivis la réconciliation. Le Soudan du Sud alors pourra établir les fondamentaux les plus solides pour l'émergence d'une nation paisible et prospère. Riek Machar, réinvesti premier vice-président du Soudan du Sud le 22 février 2020, avait fui le pays en juin 2016 après la rupture d'une version antérieure de l'accord de paix, se voyant ainsi interdire de se rendre dans les États membres de l'IGAD. À l'approche de l'élection présidentielle en Centrafrique, l'heure est au bilan pour le programme désarmement, démobilisation et réinsertion. Lancé en décembre 2018, ce programme prévoit notamment de réinsérer les anciens combattants dans le domaine civil et militaire, un point clé selon certains experts au sein du processus de paix. Victoria Sedji. Avec un effectif de plus de 6000 têtes, chiffre officiel de 2016, l'armée centrafricaine constitue l'un des piliers centraux de la stabilisation politique du pays. Les programmes de transition ont vu la mise en place d'autres programmes de désarmement et de réinsertion des groupes armés, avec une recomposition des forces armées FACA. De nouvelles étapes qui n'ont pas empêché d'autres violations. À ce jour, la Centrafrique a connu jusqu'à 3 épisodes sanglants de guerre civile. Les crises en Centrafrique sont d'abord des crises de pauvreté avant de devenir politiques. Tous ceux qui ont embrassé la carrière des groupes armés, etc. C'est la plupart des jeunes qui n'ont pas d'emploi, qu'on enrôle facilement dans l'armée. Mais quand ils terminent leur vie militaire, leur carrière militaire, ils ont besoin d'une seconde vie. Cette seconde vie, les quelques-uns conformes qui sont capables de gérer une entreprise, ils vont recruter d'autres
d'autres aussi après. En 2018, dans le cadre du programme DDRR, pilote, désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement, 20 combattants par mouvement avaient été intégrés dans les forces nationales de sécurité. D'autres ont été retenus dans le cadre des unités spéciales mixtes de sécurité composées à 60% d'ex-combattants et de 40% des forces armées centrafricaines. Ma vue du DDR, c'est de prendre les différents groupes armés par région. Vous aurez certains qui s'intéressent aux mines parce qu'ils sont dans les régions minières, certains qui s'intéressent à l'agriculture, etc. Il faudrait que derrière qu'il y ait un marché et que les grands officiers deviennent des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, le DDR, c'est quoi? On donne des petits moyens, ça ne suffit pas. La question du financement du processus de paix se pose donc avec acuité. Alors que la présidentielle du 27 décembre 2020, couplée aux législatives, se prépare sous haute tension sécuritaire, l'éradication des nombreux groupes armés qui contrôlent plusieurs régions du pays apparaît plus que jamais comme un facteur clé de la pérennité des mandats à venir. La France se dirige-t-elle vers de potentielles négociations avec certains éléments des groupes djihadistes au Sahel? C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre une source au sein des hautes sphères de l'État français ce 21 décembre. Mais le gouvernement français reste ferme. Les directions d'Al-Qaïda et du groupe État islamique restent exclues de ces potentielles négociations. Aïssatou Bari. La France veut revoir sa stratégie au Sahel. Jusque-là fermement opposé à l'ouverture de pourparlers avec les groupes armés terroristes, le gouvernement français estime que des négociations sont possibles au Sahel avec des éléments des groupes djihadistes, mais reste exclu avec les directions d'Al-Qaïda et du groupe État islamique. Il faut éviter de faire des nuances entre le discours politique officiel et les pratiques diplomatiques réelles. Donc vous avez des réalités tout à fait géopolitiques et d'autres sécuritaires qui s'imposent à certains États. Évidemment, la France ne peut pas demander au Mali officiellement d'engager des négociations avec le groupe djihadiste. C'est la responsabilité du Mali, dans cette cartographie typologique des groupes djihadistes, de voir réellement les groupes djihadistes avec lesquels il peut y avoir déjà un début de dialogue. Et c'est grâce au dialogue que Sophie Petrouna a été libérée. Et le chef de file de l'opposition malienne, Soumaïa Cissé également, a été libéré. Le président français Emmanuel Macron a déclaré fin novembre 2020 dans un entretien accordé à Jeune Afrique « Avec les terroristes, on ne discute pas, on combat ». Pour sa part, le Mali a déjà fait évoluer sa position sous le principe de l'ouverture d'un dialogue avec les groupes islamistes. Son premier ministre de transition, Mokhtar Ouane, a exprimé le souhait de son gouvernement d'engager le dialogue avec tous les enfants du Mali. Il est donc important de comprendre que ces groupes djihadistes qui sont constitués au niveau des Katiba, des ressortissants maliens comme Yagagali, il reste encore de l'espoir pour le Mali parce que le Mali peut engager un pont de dialogue avec ces groupes. Nous sommes dans la logique militaire depuis 2012 et cela fera une décennie bientôt que nous n'avons pas réussi réellement avec ces groupes-là. Donc il faut alors orienter les actions stratégiques vers une autre alternative, le dialogue. La France réfléchit depuis quelques semaines à une possible réduction des effectifs de la force Barkhane selon plusieurs sources proches du dossier. La question porte notamment sur le rappel des 600 hommes supplémentaires envoyés sur place sur un total de 5100 après le sommet de Pau le 13 janvier 2020. Une rencontre est d'ailleurs prévue pour évaluer le niveau d'exécution des décisions prises au sommet de Pau, mais la date reste à déterminer. À l'occasion de la Journée internationale des migrants, l'Observatoire africain des migrations a été inauguré à Rabat, une inauguration effectuée le 18 décembre dernier par Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, et Amira El Fadil, la commissaire de l'Union africaine aux affaires sociales. Cette institution est fondamentale pour le continent africain puisqu'elle lui permettra d'avoir des données plus précises sur la migration. Lorita Simbou. L'Observatoire africain des migrations, OAM, a été inauguré le 18 décembre 2020 au Maroc à l'occasion de la Journée internationale des migrants. Il s'agit d'un outil qui va notamment fournir à l'Afrique des données fiables et précises sur la migration, puis élaborer des politiques claires, efficaces et réalistes. Cette création permet de doter le continent africain d'un outil efficace, lui permettant de répondre à son besoin réel et pressant de générer une meilleure connaissance, compréhension et maîtrise du phénomène migratoire. Il a fallu à l'Afrique 2 ans de travaux pour mettre sur pied l'Observatoire africain des migrations.
Il faudra rappeler que les 10 et 11 décembre 2018, des chefs d'État et des hauts représentants s'étaient réunis au Maroc afin d'adopter un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. La mise en place de l'Observatoire de lutte contre les migrations au Maroc est une belle initiative de la part du gouvernement. Cela va leur permettre de mettre en place des politiques publiques, notamment en matière d'immigration efficaces. Ils devront travailler notamment aux causes de l'immigration clandestine et aussi mettre en place un organe de statistiques afin d'évaluer toutes les migrations qu'il y a et essayer de trouver des préconisations afin soit de réduire l'immigration, soit en tout cas de trouver des politiques efficaces en matière d'insertion des jeunes qui malheureusement décident de rejoindre l'Europe de manière surtout illégale. Donc pour ma part, je pense qu'il y a différentes manières, différentes strates à analyser, que ce soit l'immigration illégale, l'immigration légale et aussi les différentes problématiques qui sont liées. Je pense que c'est une bonne initiative et cela devrait permettre au Maroc de trouver des politiques efficaces. Rappelons que le nombre d'Africains quittant le continent est passé de 16 millions à 17 millions entre 2015 et 2017. Ce projet devra donc faire avancer la gouvernance migratoire de l'Afrique et améliorer la coopération sur la migration internationale. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale a lancé un emprunt obligataire par appel public à l'épargne sur le marché financier de la CEMAC. Un emprunt obligataire visant à lever 100 milliards de francs CFA. Objectif, financer des projets de développement dans les secteurs publics et privés. Nelly Claude Bézard. BDEAC 5,45% net 2020-2027, c'est l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne que vient de lancer la Banque de développement des États de l'Afrique centrale sur le marché financier de l'Afrique centrale. Les fonds mobilisés serviront à financer les projets des secteurs privés et publics avec des ressources adaptées en termes de maturité, de différé et de taux. Ils permettront également de financer la mise en œuvre des projets intégrateurs prioritaires du programme économique régional de la CEMAC. L'appel public à l'épargne lancé par la BDAC que dirige Fortunato Ofa Mbacham arrive à un moment crucial de la vie de la sous-région. Cet appel à l'épargne publique va servir à financer les projets intégrateurs prioritaires du programme économique régional de la CEMAC. On se rend bien compte que effectivement, il peut avoir une contribution importante, significative dans la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. Selon le communiqué publié par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, cet emprunt obligataire par appel à l'épargne publique vise à lever 100 milliards de francs CFA sur le marché financier de la CEMAC. Le taux d'intérêt de cet emprunt est de 5,45% pour une maturité de 7 ans. S'agissant du remboursement des intérêts, il se fera annuellement à partir de la première date anniversaire de la date de jouissance de l'emprunt. Quant au capital, il sera amorti tous les ans après 2 années de différé. La période de souscription de cette opération est prévue du 21 au 29 décembre 2020. L'opportunité réside dans ces deux choses, la disponibilité de la liquidité et deux, le fait que finalement les ressources peuvent être mises en œuvre de manière assez longue en attendant les délais de remboursement à la fois du principal mais aussi des intérêts. Pour les observateurs, les secteurs qui seront impactés par l'enveloppe qui sera levée par la BDEAC sont ceux de l'éducation, du service et du tourisme, de l'agro-industrie, de l'agro-pastoral, des finances, de la santé, du transport, de l'énergie, des télécommunications, de l'eau et de l'assainissement. Précisons que depuis sa création, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale se mobilise pour la croissance et l'intégration économique des États de la sous-région. Défi réussi pour la République du Congo. Si le coronavirus a été source d'inquiétude pour les élèves concernés par les examens d'État, l'enseignement à distance a permis de sauver leur année. Le gouvernement congolais a en effet mis en place un programme éducatif en ligne dénommé École à domicile. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. Le coronavirus a bouleversé l'année scolaire 2019-2020 en République du Congo. Depuis la déclaration officielle du premier cas testé positif en mars 2020, l'école a été contrainte de fermer ses salles de classe aux élèves. Ce n'est que grâce à la diffusion des cours à la télévision nationale que les programmes scolaires ont été achevés, notamment pour ceux et celles en classe d'examen. Ce programme a permis à plus de 350 000 élèves de passer leurs examens d'État et de maintenir en éveil pédagogique environ
1 285 640 apprenants, dont 604 251 filles, dans 7 722 établissements d'enseignement et de formation. Les programmes de continuité pédagogique mis en place, l'école à domicile pour le ministère de l'enseignement primaire secondaire chargé de l'alphabétisation, mais cours à la maison pour le ministère de l'enseignement technique professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, avaient pour cible primaire les candidats aux différents examens d'État. À l'occasion de la reprise des cours, dans un contexte toujours marqué par la pandémie, le gouvernement congolais a cru bon de capitaliser toutes les approches expérimentées lors du confinement en donnant un sens à l'éducation informelle et non formelle comme dispositif devant compléter l'éducation formelle au moyen d'un ensemble d'activités éducatives organisées, systématiques et menées en dehors du cadre du système formel. Avec 28 556 lauréats au baccalauréat et 55 338 au brevet d'études du premier cycle, session de 2020, les résultats sont loin d'être ridicules selon les autorités congolaises. L'enseignement à distance a d'ailleurs été maintenu pour le compte de l'année scolaire 2020-2021 avec une télévision en ligne qui diffuse des programmes éducatifs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.